L'arc Elbaf vient officiellement de commencer car Nami est en outfit pour Elbaf. Elle est en viking. Mais avant ça, il y a pas mal de choses qui se passent dans l'univers de One Piece. Shanks devient trop gentil, mais pas son équipage. Barbe Noire reste l'homme terrifiant et son plan continue encore et encore. Sa prochaine cible, les révolutionnaires. Et surtout, la guerre ultime vient d'être évoquée par Barbe Noire. Et bienvenue sur Rafter les Aqua One Piece. Et oui, on est très content de vous avoir pour cette review 1126 parce que franchement, ce chapitre était extra. Mais il faut aussi admettre que tous les présents chapitres étaient vraiment bien. Donc en ce moment, One Piece, c'est quelque chose à ne pas louper. Egghead, c'était l'arc parfait avec énormément d'informations. Même Vegapunk, au début, on croyait que ça allait être moite-moite. C'était juste génial. Le discours, il était vraiment cool. Avec énormément d'informations qui ont fait avancer le monde de One Piece et qui ont quand même un peu fait avancer nos théories. Mais là, maintenant, à voir sur Elbaf, on aura plus d'informations, ce qui sera pour moi certain, parce que le dieu du soleil vient d'Elbaf. Mais on en parlera dans une théorie dédiée, évidemment. Et comme vous avez pu le voir, le studio évolue petit à petit. On a mis quelques petites décorations en plus pour... Évidemment, on n'a pas tout ce qu'on avait en métropole. On les aura sans doute pas parce que c'est compliqué à tout ramener, tout simplement. On sait pas qui c'est. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Si quelqu'un fait souvent des allers-retours entre la Réunion et la métropole et que il a de la place, vous pouvez nous le dire. Nous, ça nous arrangerait, c'est sûr. Mais tout ça, on verra en temps voulu. Et donc, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Première page du chapitre. Les géants continuent leur fête en présence des Mugiwara et l'explication sur le retour de leur chef est donnée. Oimo et Kashi les ont convaincus d'aller prendre de nouvelles armes et ensuite ils reprendront leur combat bien plus tard. Sanji lui s'interroge sur l'alcool des géants et il apprend que c'est de l'absinthe, un alcool très fort qui peut donner des hallucinations. Et pourtant, tous en consomment sans modération. D'un côté du bateau, Kuma et Bonnet sont enfin ensemble et en sécurité. Le père et la fille peuvent enfin réaliser leur rêve, atteindre l'horizon ensemble. La fête est une véritable tradition de One Piece et ça continue encore parce que cette fête, c'est une fête avec les géants. Et il y a plein de choses qui sont évoquées qu'on va voir juste après, mais surtout, Joy Boy, c'est le symbole de la fête. L'homme qui était toujours heureux, qui est toujours en train de danser, qui est toujours en train de s'enivrer, mais c'est clairement le symbole de Joy Boy. Koda a esquissé tout au long de One Piece. À chaque fin d'arc, à chaque victoire, grande ou petite, on a une fête qui commence et ça, c'est plutôt cool dans l'ensemble. Par contre, le petit retour, l'histoire du retour de Dory et Broggy est légèrement décevante. Le fait qu'ils aient décidé d'aller chercher des armes et que ensuite tout s'est emballé et que plus tard, ils vont aller retourner se battre, pourquoi pas, mais ça nous gêne un petit peu. Et surtout, il y a une petite incohérence là-dedans. Pourquoi est-ce que dans ce cas, il y a 2 ans, s'ils étaient vraiment partis chercher des armes, pourquoi est-ce qu'on avait cette mini-story après l'ellipse où on voyait justement Dory et Broggy se battre encore? C'est vrai que c'est pas très cohérent. Dory et Broggy ont-ils pris 2 ans pour convaincre leur capitaine? Peut-être, parce que le temps chez les géants n'est pas le même que chez nous, ils ne voient pas le temps passer pareil, mais Oda a choisi la facilité. Nous, on aurait bien aimé voir en fait un Dory et un Broggy qui voient l'avis de recherche de Luffy là actuellement en disant waouh, c'est Nika, c'est notre dieu. Allez, on va faire un petit tour. On fait une pause, on y va et on prendra le combat après. Pourquoi pas? Moi j'aurais préféré peut-être plus dans ce sens-là. Moi aussi. Et en plus, sur un combat à mort, on a l'impression que Dory ou Broggy, dans la guerre finale ou dans une guerre sur Elbaf, ils peuvent laisser leur vie. Alors peut-être qu'Oda va laisser ce pan de l'histoire de One Piece sans fin. Qui sera le plus fort entre Dory et Broggy? On ne le saura peut-être jamais. La petite beuverie, elle continue et surtout, il y a un alcool qui est mentionné, un alcool qui existe pour de vrai, un alcool qui a été longtemps interdit en France, c'est l'absinthe. Oui, l'absinthe était interdit en France parce que ça donnait des hallucinations et surtout, les gens en buvaient, comme ça avait un énorme goût sucré, on ne sentait pas quand tu étais alcoolisé et ça a amené à énormément d'incidents qui sont liés à l'absinthe. Là, c'est le cas. Les mecs qui sont en train de s'enivrer, on va voir à la fin de ce chapitre que ça va mal se passer. Quand tu te réveilles des jours après parce que tu as bu de l'alcool, il y a un truc qui va pas. Je fais une petite pause, j'enlève mes chaussures à talons. Il y aura peut-être un petit décalage de hauteur entre moi avant et moi après, mais... T'as mal au pied? Oh, ça me gêne, ouais. Hop là. Ah, c'est tellement mieux de sentir le sol sous les pieds. En tout cas, il y avait une petite scène vraiment incroyable, c'est Bonnet et Kuma. Ils sont vraiment tellement adorables tous les deux ensemble. On voit d'ailleurs que Kuma, il a l'air vraiment content, enfin on espère en tout cas, mais on a l'impression de voir un léger sourire sur son visage et ça c'est vraiment beau. C'est vraiment beau de les voir tous les deux ensemble, de les voir réunis et surtout de les voir partir à l'aventure ensemble. Kuma lui avait promis dans un chapitre, quand ils se retrouveront, ils iront jusqu'à l'horizon et là c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, il y a un autre clin d'œil, c'est que quand il était petit, le père de Kuma lui disait que Joy Boy allait le libérer un jour. Et ça s'est passé. C'est le cas.
Joy Boy a libéré Kuma et Bonnet. Et c'est même pas n'importe quel Joy Boy, c'est Joy Boy Luffy et Joy Boy Bonnet. Mais la question qui se pose, c'est Kuma va-t-il rester comme ça toute sa vie? Une sorte de légume, des fois il se lève pour frapper, pour protéger. Non, on n'y croit pas. Lilith est là, Lilith va forcément faire quelque chose pour réparer Kuma. Il y aura forcément quelque chose, on ne le voit pas finir sa vie comme ça. Mais par contre, peut-être que Kuma, qui vient de réaliser son rêve, retrouver Bonnet et partir à l'aventure avec elle, n'a plus de raison réellement d'être. Peut-être qu'il va se sacrifier. Il n'y aura pas de réparation, mais il y aura un gros sacrifice de Kuma. Et vu le nombre de sacrifices qu'il y a dans One Piece actuellement, ça peut être assez cohérent. Surtout que Vegapunk lui-même disait qu'il ne pouvait pas renverser cette situation chez Kuma. Il avait tué Kuma pour lui, donc on ne voit pas Kuma vivre comme ça toute sa vie. Dans une autre île du Nouveau Monde, un drame est en train de se produire. L'île de Gartel a été attaquée par Bartholoméo pour le compte de Luffy. Mais le propriétaire des lieux est arrivé, Shanks le roux. Et visiblement, ils sont tous tombés. Le capitaine a beau s'excuser, ça ne change rien. Un Yonko reste un Yonko. Le médecin de l'équipage lui tend alors une fiole de poison. Il lui ordonne de faire boire la substance à Luffy. Et tout ça dans un délai d'1 mois. Et ce n'est que comme ça qu'il aura la vie sauve. Mais évidemment, Barto s'y refuse. Il boit lui-même le contenu de la fiole, hurlant que s'il doit y avoir une personne qui doit payer, c'est bien lui. Et que son seul regret, ce n'est de ne pas avoir vu Luffy devenir le roi des pirates. Mais après quelques minutes, rien ne se passe, il est toujours vivant. Alors l'équipage se met à fuir et remercie leur bonne étoile. Surtout, ils se disent que Shanks était bien plus doux que prévu. Mais hélas pour eux, ce n'est pas le cas, car un de ses membres d'équipage les tient en joue. Et d'un seul tir, il les envoie au fond de l'océan. Yasop vient de montrer sa puissance. Là, c'est un des événements qu'on attendait depuis très longtemps. Et ça fait vraiment plaisir de le voir, même si c'est quand même un événement qui est hyper choquant, hyper marquant. Mais ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça, alors chaque chose en son temps. Surtout, cet événement, c'est bien Barto qui se fait avoir par l'équipage de Shanks. Et on n'a pas vu la bataille, on n'a pas vu comment ça s'est passé, on n'a pas vu comment cet homme a été arrêté. Mais le Barinomi est tombé. Le mec, il est attaché, menottes granit marin dans le dos, en train de supplier en disant « Excusez-moi monsieur, j'ai pas fait exprès, je m'attendais pas, nanani nanana, oh c'était votre drapeau, j'avais pas compris avec les 3 traits sur l'œil et le fait que tout le monde criait sur le drapeau de Shanks, j'ai cru que c'était un autre Shanks, non ?» N'importe quoi. Mais dans tous les cas, le Baribari a été vaincu. Alors comment ça s'est passé? Nous, on a plusieurs pistes. Première piste, super intéressante, c'est la piste Yasop. On a vu qu'Usopp pouvait utiliser les menottes en granit marin en tant que projectile, et puis il a fait ça sur Pankazar, il a attrapé, et ça c'est pas mal, ça c'est plutôt incroyable cette utilisation. Si Yasop, qui est un tireur d'élite légendaire, sans égal, de loin, si son fils a pu faire ça, lui de loin il peut faire encore mieux quoi. Donc peut-être qu'il a envoyé un clou en granit marin, peut-être qu'il a envoyé des menottes en granit marin, ça a arrêté Barto directement. Stop. Sachant, on le rappelle, qu'Oden n'a pas pu casser la barrière de Semimaru. Deuxièmement, Shanks et son Haki des Rois. On l'a bien vu qu'il pouvait l'utiliser à distance. Peut-être qu'il est arrivé très loin, il a juste détecté Barto et il l'a démonté en le faisant tomber dans les pommes. On l'a bien vu, le Haki de Joy Boy peut faire tomber les vice-amiraux dans les pommes. Donc pourquoi pas un Barto qui pour nous, en fait, Barto, il est niveau vice-amiral, quoi. Il n'est pas niveau amiral. Donc le Haki de Shanks, s'il est quasiment, bon, il est moins fort que celui de Joy Boy, c'est certain. Mais imaginons qu'il est un peu au-dessous, il peut l'utiliser pour ça. Et enfin, c'est le corps à corps. Peut-être qu'il y a une façon de briser le Barinomi, que Shanks le sait. Peut-être qu'il est assez puissant pour le faire. Et donc, il a déjà surpassé Oden. Et il est vraiment bien plus fort que celui-ci. D'ailleurs, il y a peut-être une petite incohérence tout ça. C'est pourquoi est-ce que Barto est toujours là? Pourquoi est-ce qu'il est resté sur cette île finalement? On sait très bien que Shanks était à Wano il n'y a pas très longtemps. Lui, il était déjà sur place, il était déjà sur l'île de Shanks. Alors pourquoi est-ce que depuis tout ce temps-là, il est resté sur place à attendre que Shanks revienne? C'est assez bizarre pour nous. Il aurait pu partir alors que là, il se la coûte douce. Il se dit « Oh, qui était sur cette île avant ?» Don Krieg. Oui, Don Krieg. Non, c'est bon, j'ai pas peur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il aurait dû partir. Mais peut-être qu'il voulait juste sécuriser le territoire, mais il sait que face à un empereur, il peut rien faire. Ou alors, il pensait vraiment que le Baribari était un fruit imbattable. Oui. Le test de l'équipage de Shanks, d'ailleurs, est vraiment un bon test. Parce que là, donner du poison, soi-disant du poison, à cet homme pour prouver qu'il était loyal envers Luffy, c'est pas mal. Parce que Luffy, c'est quand même leur protégé. C'est le gamin, en fait, qu'ils ont vu grandir, qu'ils ont vu... Waouh! Et ben voilà quoi, ils sont attachés à celui-ci, il est devenu empereur maintenant. Le test, on le trouve vraiment sublime. T'avais deviné, j'avais pas deviné,
Je voyais pas que c'était un test. Je pensais vraiment qu'en fait, ils allaient donner l'antidote après ou quelque chose comme ça parce qu'ils allaient entendre Barto juste dire « Luffy va devenir roi des pirates !» En pissant le sang. Mais non, non, pas du tout. Mais en tout cas, on voit bien que Shanks, il est vraiment, vraiment trop sympa. Il les laisse partir comme ça, comme si de rien n'était. Depuis le début, on sait que Shanks, il a quand même un bon fond. Parfois, on a eu quelques petits doutes, mais là, on le voit, il est vraiment trop sympa. Par contre, Yassop, oulala, mais il tire le mec, tu comprends pas. Tu comprends pas, c'est un tir qui avait ça fait exploser le bateau. Genre là, clairement, ils se sont fait Kid et Barto dans le même arc. Les gars, ils sont pas partis de main morte. Et là, ça montre juste une chose, c'est que Shanks, il est puissant, il est tout ce que vous voulez. Mais ce qui fait vraiment qu'il est un Yonko, c'est son équipage, qui ne laisse rien passer. On sait que Ben Beckman, c'était celui qui avait coupé le bras de Kid. Là, on sait que Yassop, lui, il ne lésine pas, il détruit les navires, en fait, c'est un membre de la génération terrible en soi. C'est pas une des têtes de la génération terrible, mais Barto, c'est vraiment quelqu'un qui est puissant. Tout le monde reconnaît sa valeur, tout le monde reconnaît sa puissance. Et là, il fait un one-shot sur l'équipage, le bateau, le capitaine. Surtout, Yassop est terrifiant. Tout l'équipage de Shanks est terrifiant. Et ça nous montre quelque chose, c'est que ces mecs-là, ils font ce qu'ils doivent faire pour garder leur titre et pour monter. Shanks veut prendre le One Piece. Il a dit à son équipage va se battre contre l'équipage de Luffy. Parce que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent rester dans leurs bottes et avancer tel quel. Le combat Luffy contre Shanks aura lieu parce que c'est un combat qui doit se faire entre Yonko pour rendre le titre de roi des pirates. C'est pas que Shanks le veuille réellement, il veut pas démonter Luffy, il ne veut pas tuer Luffy ou autre chose. Mais si il doit y aller, il ira parce que c'est aussi une forme du destin. Si Luffy gagne, c'est que il aurait dû gagner. C'est son destin. Mais s'il meurt, c'était pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui aurait dû réussir. D'ailleurs, ce one-shot, il est incroyable. Moi, honnêtement, je m'attendais juste à ce que Yassop fasse juste un peu peur à Barto, etc. pour pas qu'il revienne, tout simplement. Mais le fait qu'il fasse exploser le bateau, ça c'est incroyable. C'est à la fois terrifiant et incroyable. Ouais, je sais pas, tirer sur un bras ou un truc comme ça pour lui arracher un bras, là ça aurait été hyper choquant. Déjà de base, ça aurait été hyper choquant. Mutiler Barto. Mais là, c'est pas le cas. Il a fait pire que mutiler Barto. Alors, Yvonne Lecure, on voit, il tire très bien et tout, mais je me rappelle que dans la bataille contre l'équipage de Barbe Noire, de l'eau, pardon, il faisait pas de tir comme ça. Donc peut-être que ses projectiles n'étaient pas les bons à ce moment-là. Mais Yassop a l'air d'être à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'il a pris son fruit de la téléportation. On verra en fait ce que ça donne, les balles explosives vs le fruit de la téléportation. En tout cas, le navire de Barto est vraiment détruit. Et moi, honnêtement, ça me rend triste parce que moi, je l'aimais bien, ce bateau. Et moi, je l'aimais pas, ce bateau, mais il était pas très esthétique. Il était à l'image de Bartholoméo. Et ça, moi, j'adore. J'adore le personnage, j'adore ce qu'il fait, j'adore son bateau. Ouais, et en soi, t'as l'impression que c'est Jorah, le personnage de l'équipage de Doflamingo, si qui avait stylisé ce bateau. Forcément, c'est horrible. Mais non, c'est le style de Barto. Non, c'est le style de Jorah. Oui, c'est le fruit de l'art et compagnie. Oh mon Dieu, Jorah est passé par là? Non, c'est mon bateau, je l'ai fait moi-même. Oui, ok, pourquoi pas. Mais ont-ils survécu? Oui. La réponse est oui, tout simplement. On ne peut pas tuer Barto comme ça. Barto, il aura sans doute énormément d'importance par la suite. Et surtout, là, c'est attaquer Barto. C'est commencer la guerre directement entre Shanks et Luffy. On n'y croit pas vraiment. Mais Barto, comme il est libéré, il a sans doute vu en fait le truc arriver. Il a compris en fait à un certain moment qu'il y a un truc qui allait pas et il a utilisé son Bari Bari no Mi pour sauver tous les membres de son équipage et là il est en train de flotter comme un hamster sur l'eau dans sa boule. Les gars, marchez! Et ce serait une scène super drôle, vous voyez? N'empêche que c'est un super pouvoir, je trouve, de pouvoir marcher justement sur l'eau alors qu'il a un fruit du démon. Grâce à son fruit du démon, je trouve ça génial. Oui, et d'ailleurs, on a vu plein de gens avec des fruits du démon. Ce qui était produit par le fruit du démon ne se désintègre pas dans l'eau. Tout simplement Kuzan, par exemple. Kuzan aussi, avec sa glace. Totalement. Il peut rouler Alors, sur le... Exact. Alors le Bari Bari no Mi, flotter sur l'eau et marcher comme un hamster dans sa boule, ça le fait. C'est possible. Et comme ça, il sauve tout son équipage avec. On espère qu'il a oublié personne. Mais ça peut être intéressant. Ouais. Peut-être qu'ils vont perdre quelques membres, mais je crois qu'ils n'ont qu'un seul utilisateur de feu du démon et c'est Barto. Donc je pense que les autres, ils pourront nager, il pourra faire des trous dans sa barrière et puis rentrer et puis il va sauver tout le monde, clairement. Sur la ruche, Barbe Noire est enfin de retour et sa rage est perspective. Il frappe Pizarro en lui disant que la fuite de Koby, c'est de sa faute. Même Moria a pu partir. Mais heureusement, ils ont un lot de consolation. Garp a été attrapé et il est toujours enfermé.
D'ailleurs pour ça, il en remercie Aokiji, en disant qu'il était le seul à pouvoir faire ça. Et l'intéressé répond qu'en fait, il voulait le tuer, mais il n'a pas réussi. Et Teach en profite pour appeler Lafitte qui se trouve du côté des navires de ravitaillement du gouvernement. Il les regarde tous exploser, et il fait son rapport détaillé à Teach. Les révolutionnaires ont réussi leur coup. Rien ne passe. Teach lui ordonne alors de se préparer. Le plan est en marche. Aux abords de l'île, un autre navire de Teach approche. Katharina Devon est de retour avec Von Augure, mais surtout Caribou, l'homme de tous les secrets. Le chapitre des 3 empereurs continue, et oui, il manque que Baggy dans ce chapitre, et là, on atterrit sur un affrontement entre Barbe Noire et Pizarro, le pauvre Pizarro. Il a tout fait pour protéger cette île. Il a plus fait que la plupart des autres, à part Kuzan et peut-être Shiryu, mais dans l'idée, il se fait frapper pour pas grand-chose, on trouve. Vraiment pas. Et il a laissé fuir Kobe, c'est vrai, bon, mais Kobe l'a surpassé. Kobe, faut pas l'oublier, il est devenu aussi fort que Pizarro. C'est surtout que Barbe Noire là, il s'affole. Il est pas content parce que Kobe est parti, alors qu'en fait, il laisse juste pas son équipage parler. Derrière, ils ont quand même un petit avantage, c'est qu'ils ont récupéré Garp. Mais lui, non, il est pas content, il gueule, il s'énerve tout simplement, mais à l'image d'un vrai pirate. Mais heureusement que son équipage le connaît un petit peu, il commence à le brosser dans le sens du poil, à lui dire mais c'est parce que vous êtes un super capitaine, ou je sais plus qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs. Et ensuite, il finit sur le fait que oui, ils ont capturé Garp. Et là, ça va mieux quand même. Ça, c'est certain. D'ailleurs, on voit un petit peu les autres pirates de la ruche, ça fait un peu de bien, parce qu'on voit enfin que tous ces pirates sont vraiment derrière leur capitaine, derrière leur amiral, comme il leur dit, comme ils le disent eux-mêmes, et en train de dire « Ouais, c'est toi qui vas avoir le One Piece, on le sait !» C'est un petit peu la vibe Baggy, mais version Barbe Noire. Lui, il va pas se mettre devant la foule et dire « Oui, oui, oui !» Mais non, mais il le sent, il le sait, il dit que là, c'est le moment, effectivement. Et il apprécie que son équipage le conforte comme ça. Et d'ailleurs, tout le monde a une tête de pirate dans son équipage. Hein. Il y a même un mec avec un perroquet. Moi, je trouve ça plutôt cool. Cette réunion des capitaines de Barbe Noire, elle est sans pareil. Elle est incroyable. Bon, c'est vrai qu'il manque quand même 3 personnages, mais vraiment, on sent qu'il y a de la puissance dans cette salle. Kuzan, lui, est devenu le personnage incontournable de l'ensemble de cet équipage. Il est encensé de partout. Et là, de mec qui avait l'air d'être un traître, il passe à un mec qui est tellement important. On dit même qu'il n'y avait que lui qui pouvait attraper Garp. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort que les autres? Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, lui-même, il dit il a voulu tuer Garp, il n'a pas réussi. Pipo, pipo, pipo. Mais dans l'idée, ce qu'on est en train de dire, c'est que tous les autres, c'est pas qu'ils ne sont pas assez forts. Il y en a plein qui ne sont pas assez forts, il n'y a pas de souci. Shiryu, peut-être qu'il était assez fort. On ne connaît pas la puissance de Shiryu. On ne va pas polémiquer là-dessus. Pizarro, on a vu qu'il est tombé face à Kobe. C'est un peu plus compliqué. Mais Kuzan, lui, il connaît les techniques de son maître. Il connaît son style de combat. Il connaît ses points faibles. Donc, évidemment, Kuzan était le seul, quasiment un des seuls, capable de pouvoir arrêter Garp. Et il l'a fait. Il a réellement fait. Ce qui fait de lui un personnage incontournable. Après tout, il les a rejoints. Ensuite, il a attrapé Pudding, important. Et là, il attrape Garp. Prochaine étape, c'est quoi? Il attrape Luffy. Mais il manque plus qu'un truc comme ça. Et puis, Il attrape Robin. Oh mon dieu. Oh, terrible. Oh, terrible. Non, ils ont Pudding, ils s'en foutent de Robin, là, je crois. D'ailleurs, Pudding, elle est là aussi. Et on voit que Barbe Noire est quand même un tout petit peu trop collée à Pudding, à mon goût en tout cas. On a l'impression en fait que Barbe Noire, il est tout le temps collé au mineur. Voilà. La dernière fois, c'était Bonnet quand même. Voilà, Bonnet. Et Bonnet, c'est vraiment, mais vraiment une mineure. Moi, j'aimerais lancer un hashtag MeToo dans One Piece. Si j'étais quelque part là dans One Piece, franchement, je le ferais, ouais. Ouais, entre les dragons célestes et Barbe Noire, franchement, c'est terrifiant. Mais le plus choquant, c'est la case où on voit Garp, et Garp, il n'est pas enchaîné. Il est surenchaîné. Le mec, il a des menottes en granit marin de partout. C'est forcément en granit marin parce que c'est indestructible. On le met, mais ils ont tellement peur que le gars se libère quand même qu'ils l'ont enroulé dedans. Le mec est devenu un saucisson et on voit son regard. C'est un mec qui il se libère, il tue tout le monde. Hein. Il fait aucun cas de cette population. Il détruit l'île. Il n'y a plus aucun marine dessus. Il n'a plus à se retenir. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un retour de karma terrible. On a le parallèle entre Ace, qui était attaché, il est venu voir Ace, et là, lui-même, il est attaché. Il doit être en train de réfléchir, il doit être en train de cogiter sur un petit peu le sens de la vie, le sens de grand-père, ce qu'il a fait, parce que Marineford le ronge depuis 2 ans, c'est une certitude. Et là, qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Il doit se dire qu'il aurait peut-être dû agir à ce moment-là. Oui, il y a Marineford, c'est sûr. Et là, il se demande aussi, il se dit, il aurait préféré mourir, que ça tombe sur son cœur et que c'est fini pour lui. Mais non, ça s'est pas passé. En tout cas, on voit également Lafitte qui est en mission d'observation. Il est auprès des dragons célestes, enfin sur Umit en tout cas, et il voit tout ce que fait les révolutionnaires pour bloquer justement les dragons célestes, pour faire ce blocus et les empêcher de vivre, de pouvoir manger correctement. Donc lui, il a une très grande mission là-dedans. Parce que Barbe Noire l'a envoyé sur place, mais maintenant, il lui dit
prépare-toi. Prépare-toi pour quoi? C'est simple, Barbe Noire va arrêter ce blocus. On l'a vu depuis quelques, pas chapitres, quelques arcs, Barbe Noire, il a un plan terrifiant. On a l'impression qu'il veut s'infiltrer dans le gouvernement mondial et prendre la place de quelqu'un. Prendre de plus en plus de place, devenir roi, dragon céleste, on ne sait pas. Et c'est possible de devenir dragon céleste. On l'a vu que c'était possible. En fait, on pense que c'est possible. Ils l'ont promis à York, le gouvernement. Donc pourquoi pas Barbe Noire? Et là, clairement, c'est ce qui va se passer. Il va devenir un dragon céleste parce qu'il va ramener la nourriture à Marie-Joise. Et c'est son plan. C'est clairement son plan. Là, dans tout ça, il livre garde et il sécurise les couloirs maritimes. Il sécurise les gondoles, même plus que ça. Van Augure qui va téléporter la nourriture de bas en haut. Il n'y aura aucun souci. Et tout va repartir. Il va avoir son titre. Il va se rapprocher du pouvoir. Il sera content. Et ce chapitre, il est vraiment, vraiment complet. On retourne sur la ruche et là, il y a Katharina Devon qui débarque et elle est accompagnée de Caribou. Et n'oubliez pas que lui, il a tous les secrets des Mugiwara. Ça, c'est vraiment incroyable. Dans le Nouveau Monde, une drôle de scène prend place sur le navire des géants. Après 2 jours de beuverie, tous les occupants se sont évanouis. Et après leur réveil, ils ont vu que la moitié de l'équipage avait disparu. Et le Sunny également. Et du côté de Nami, celle-ci se réveille seule. Une voix appelle son nom. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est dans une pièce entièrement faite de Lego. Et là, c'est la fin du chapitre. 2 jours plus tard, dans le Nouveau Monde, qu'est-ce qu'on a? On a le début de l'arc Elbaf, qui est super cool, parce que là, ça commence comme tous les arcs de One Piece. Mais tous les arcs de One Piece, tous les arcs de One Piece. Les Mugiwara sont séparés. Il fallait s'y attendre. Mais totalement. Oda ne fait pas dans l'innovation, parce que ça marche. En tout cas, pas au début de chaque arc. Donc, au début des arcs, on est tout le temps là, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va vraiment être intéressant? Elbaf, ça va forcément être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment l'arc Elbaf? Est-ce que c'est pas un mini arc juste avant Elbaf? Parce qu'on le dit, ils sont pas encore arrivés à Elbaf. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Mugiwara ont disparu, le bateau a disparu. Est-ce que quelqu'un a enlevé le bateau? Moi, j'espère juste que c'est pas un genre de mini-arc à la Foxy ou qui va faire que rallonger l'arrivée sur Elbaf. Enfin bref, j'espère. J'avais même pas pensé à un arc à la Foxy, mais ce serait terrible. Parce qu'après l'arc Egghead, tu fais un arc à la Foxy, moi je sais pas. Je serais dégoûtée. Ah ouais, de fou. Ouais, de fou. Non, ça m'irait pas. Ça ne m'irait pas. Non, moi j'aimerais que ce soit vraiment. Si ça doit être un mini-arc avant l'arc Elbaf, j'aimerais au moins que ce soit un lien assez fort avec Elbaf. Je sais pas lequel, mais et un il y aura début, forcément. Voilà. Il y aura forcément parce que là, le truc principal, c'est que Nami est en viking. Quelqu'un l'a changé ou elle s'est changée elle-même. Mais comparé à tous les autres membres de l'équipage qu'on voit dans ce chapitre, elle est la seule habillée en viking. Et d'ailleurs, elle est dans une espèce de maison en Lego. Ça, c'est trop chouette. C'est vraiment cool, je trouve. Ouais. Mais ça annonce peut-être une chose. Un prochain partenariat entre Lego et One Piece. Et là, tout le monde va se jeter dessus. Mais clairement, ils font ça. C'est le summum de l'histoire de Lego et de One Piece. Mais il y a 2 trucs. Il y a 2 partenariats là-dedans. Le premier, c'est avec l'absinthe. Oui, aussi, c'est vrai. Et le deuxième, c'est avec les Lego. Faut arrêter de déconner, et ils vont là. faire une petite bouteille en Lego absinthe. Oh la terreur! Mais non, c'est fou. Mais nous, on adore les Lego. Donc franchement, moi, je dis pas non quand même. Non, ce serait plutôt cool. Ça serait sympa. Franchement, mais par ça serait contre, j'espère juste que les prix seront pas non plus Ouais. exorbitants. S'ils le font, hein, parce que ça, on sait pas, hein, c'est Ouais. que des suppositions. Mais s'ils le font, ouais, C'est fou. ça serait bien. Non, c'est vrai. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est que cet arc va être assez étonnant. Là, Nami, on a l'impression qu'en fait, elle est dans une maison en Lego. Peut-être que c'est des géants qui ont construit cette maison. Elle est transformée en poupée et elle va devenir en fait une espèce de poupée humaine en fait pour des enfants géants. Ou alors, deuxième solution, c'est Loki. Loki qui l'a enlevé. On a les prémices de Loki dans ce chapitre. L'absinthe donne des hallucinations. Loki, c'est le dieu de la malice. Il donne des hallucinations. Et là, est-ce que ces hallucinations n'ont pas ramené à Loki? Est-ce que c'est pas Loki qui en a profité et qu'en voyant Nami, il est tombé amoureux? On sait qu'il y a un énorme parallèle. Lola, Chiffon, Nami sont des personnes qui sont très proches. Ils ont été très proches depuis Thriller Bark. Là où Nami, en fait, devait se marier avec Absalom et tu avais en fait Lola, le sanglier Lola, qui disait que c'était qui voulait s'interposer parce que c'était elle qui voulait être la mariée. Et il y a un espèce de mismatch. Chiffon explique l'histoire de Lola qui devait se marier avec Loki mais qui a refusé. Est-ce que Loki c'est un serial lover, le mec en fait qui va chercher à chaque fois énormément de compagnes, mais à chaque fois on lui dit non et à chaque fois qu'il voit une humaine parce qu'il adore les humaines, il va demander en mariage les humains. Est-ce que ce serait pas ça? Et là, l'arc, le début en tout cas, ce serait un peu sauver Nami encore d'un nouveau mariage. C'est répétitif peut-être,
mais ce serait emblématique de la façon de penser dans Loki qui est vraiment juste, qui pense juste à se marier. Et voici les petites prédictions pour le chapitre prochain. Petit 1, Nami se réveille et se retrouve face à Loki, un géant qui veut juste se marier avec elle. Petit 2, les autres Mugiwara se réveillent et ils sont totalement enchaînés. Ils sont dans un bateau direction Elbaf. Numéro 3, Big Mom réapparaît. Et oui, parce que c'est son arc après tout un petit peu. Et imaginez qu'elle arrive à survivre d'une façon ou d'une autre, qu'elle débarque sur place, mais totalement diminuée. Et enfin, numéro 4, les autres Mugiwara qui ne sont pas enchaînés apprennent que c'est Loki qui a fait le coup. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que cette review vous a plu et on va faire pas mal de vidéos à partir de maintenant. On a notre studio qui est vraiment quasiment prêt, d'ailleurs vous pouvez le voir. C'est vraiment cool. On a le trophée YouTube qui n'a pas été perdu. La poste l'a retrouvé, donc il est là. Ça, on est c'est content. bien, ça, c'est Et donc chouette. on va changer, on va faire pas mal de choses. On va mettre les mangas qu'on a déjà ici. On va sans doute mettre plus de lumière, donc ça va être vraiment cool. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.